Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois de mai. J'ai 8 films à vous présenter, un livre et parmi eux 3 coups de cœur, dont un qui pourrait très bien figurer parmi mon top 10 de l'année 2023. Sans plus tarder, commençons par le premier long métrage, sorti le 26 avril en salle. Il dépeint la corruption en Turquie et il s'agit de Burning Days d'Emin Alper. Havamız iyidir de işte bir sıkıntımız su. Ya sizin için işte öyle küçük bir program savcım. Yalnız Sayın Başkan, ne programı, niye zahmet ettiniz böyle? Notre histoire débute lorsque Emre, un jeune procureur, arrive dans une ville reculée de Turquie où il a été nommé. Seulement, une fois là-bas, il va être confronté aux locaux qui sont bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, y compris les plus extrêmes. Burning Days, c'est un cauchemar qui ne cesse d'empirer. Emin Alper dépeint une Turquie sous l'influence d'Erdogan, sous l'emprise conservatrice de ce président, sans jamais pour autant tomber dans la caricature. Les idées des habitants, aussi arriérées soient-elles, sont toujours montrées avec subtilité, on va dire. Autant vous dire que face à ça, Emre aura bien des difficultés à s'imposer dans cette zone de non-droit où les habitants font eux-mêmes leurs lois. Emre est un homme de loi, bien entendu, mais aussi un homme de chair. Si je précise cette distinction, c'est parce que ces deux facettes vont venir se mélanger au fur et à mesure du film pour ne faire plus qu'un. Aux yeux des habitants, les affaires côtoient le privé et inversement. La vie privée et la vie professionnelle sont la même chose. Et forcément, pour ce pauvre Emre, ça va être compliqué de faire régner l'ordre dans un tel lieu. Selahattin Pachali incarne cet Emre passionnant à suivre. C'est un personnage doté d'une grande sensibilité, ce qui en fait un garçon droit et à la forte morale. Aussi intelligent, sans aucun doute, quoique un peu naïf à certains moments. Je pense à cette séquence de dîner notamment où deux notables essayent de l'intégrer, en l'occurrence en essayant de le faire boire de force. C'est une scène qui oscille entre festivité et malaise jusqu'à ce que la soirée bascule dans l'horreur. Le problème, c'est qu'Emre, lui, n'en a aucun souvenir puisque dans son verre de raki, alcool traditionnel, de la drogue a été versée. C'est le point de départ de l'histoire en quelque sorte, puisque Emre va être chargé de résoudre l'affaire qui a eu lieu cette nuit-là, et il est chargé de s'occuper de cette affaire à laquelle lui-même a été témoin. Il semble en tout cas avoir participé à ce qui s'est passé cette nuit-là, sauf qu'il n'en a aucun souvenir. Et le procureur se trouve évidemment dans une position assez délicate, d'autant que tout au long du récit, on va voir des bribes du dîner qui vont venir le ponctuer, bien que l'on puisse pas juger leur fiabilité, puisque comme je disais, Emre a été drogué à ce moment-là, donc les souvenirs qu'il en conserve sont assez flous. Et par conséquent, il est aussi assez facile de manipuler la mémoire qu'il peut avoir de ce moment-là. Il y a un point dont j'aimerais parler, c'est que Emre à plusieurs reprises va se retrouver confronté à un autre personnage, un journaliste en l'occurrence, discrédité par le village. Et sur ces face-à-face, filmés à la manière d'un western, plane une touche d'homosexualité qui n'est pas désagréable. Pour le coup, j'étais très contente de voir la façon avec laquelle l'homosexualité et malheureusement l'homophobie étaient dépeints dans ce film, parce que c'est une réalité. Donc l'homophobie est un point qui est évoqué dans Burning Days. D'autres thématiques sont aussi abordées, à l'instar de la sécheresse, de ses conséquences aussi, donc que ce soit le manque d'eau, l'érosion, comme on peut le voir sur l'affiche juste à côté de moi. Il y a aussi tout ce qui est en lien évidemment avec la pensée conservatrice du régime d'Erdogan, la corruption ou bien encore la liberté de la presse. Il y a tellement de sujets qui sont évoqués qu'on peine à discerner le principal message du film. On va passer à ces fameux films qui pourraient très bien figurer dans mon top 10 de l'année 2023. C'est un long métrage qui pourrait être qualifié de l'œuvre d'une vie pour son créateur Phil Tippett, puisqu'il y a passé une 30 années avant que son film animé, Mad God, sorte dans nos salles de cinéma le 26 avril. Je vais vous introduire le film avec une seule phrase. Un assassin surgit d'une cloche à plonger pour s'immerger dans un monde peuplé de créatures dangereuses.
Voilà, ça sera le point de départ, on va dire, de cette critique de Mad God. C'est un film donc qui a mis 30 années à voir le jour, 30 ans, rien que ça. Le projet d'une vie, comme je disais, pour Phil Tippett. Et je peux vous dire que ces 30 années en valent la peine, puisque c'est probablement le film le plus fou que vous verrez dans les salles de cinéma avant un bon moment. Peut-être déjà, avant de parler du long métrage en lui-même, je dois évoquer l'histoire qu'il y a derrière Mad God, alors qui est aussi exceptionnelle pour le coup que le film. Phil Tippett, c'est quelqu'un qui a fait ses armes auprès de George Lucas, notamment sur la Guerre des Étoiles. On lui doit entre autres le design de Jabba le Hutt. C'est quelqu'un donc qui se charge des effets visuels des films. Et ce féru d'animation, il imagine les prémices de son long métrage, Mad God, alors qu'il travaille sur Robocop 2. Donc c'était bien peu avant les années 90, il me semble. Puis il finit par baisser les bras parce que il est découragé face à l'arrivée du numérique et persuadé que le numérique au cinéma va ranger les marionnettes qu'il utilise au placard. Et puis en 2010, encouragé par des collègues de travail, il va décider de reprendre ce projet. Il va travailler avec acharnement sur ce projet, avec des collègues donc qui vont venir lui prêter main forte les week-ends sur leur temps libre, jusqu'à ce que ce fameux film Mad God donc enfin puisse arriver dans nos salles et qu'on puisse profiter de cette expérience inouïe pour le coup. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film qui est tourné en stop motion, cette technique donc, qui consiste à faire bouger les personnages plan par plan de façon à simuler un mouvement. On a notamment pu voir cette technique-là récemment dans le Pinocchio de Guillermo del Toro, donc c'est une technique qui est fréquemment utilisée, mais qui nécessite un travail d'orfèvre pour le coup. Et s'il y a encore des gens qui pensent que l'animation est réservée aux enfants, eh bien montrez-leur Mad God parce que il y a pas mal de gens qui ont quitté la salle parce que le film leur donnait la nausée, parce que l'effusion de sang qu'on pouvait voir à l'écran avait tendance à dégoûter, ce qui est compréhensible en soi, puisque Mad God, quand vous allez sur le ciné, est notamment classé dans les rubriques, donc animation bien entendu, mais aussi expérimentale et épouvante horreur. Et pour le coup, je peux vous dire que si vous êtes à la recherche de sang, de boyaux qui giclent dans tous les sens, vous serez gâtés avec ce film. Pendant 1h30, le spectateur il est plongé dans une atmosphère angoissante. Bon, malgré les effusions de sang, hein, on peut pas détourner le regard de ces visions d'horreur, je veux dire, c'est un univers qui est fascinant et on aimerait tant passer plus de temps à l'explorer. La curiosité l'emporte, tout simplement. Malgré les choses immondes que vous voyez à l'écran, vous ne pouvez vous empêcher d'être scotché parce que sans cesse vous vous demandez mais qu'est-ce qui va arriver ? De même, vous suivez l'assassin qui s'avance dans cet univers-là et on redoute qu'au moindre virage, il y ait une créature qui surgisse. C'est assez étrange comme sentiment et pourtant, on a parfois l'impression de passer à côté de certaines choses, qu'il y a des détails qui nous échappent, peut-être un sous-entendu qu'on n'a pas compris, une image qui ne nous parle pas dans l'instantané, mais c'est pas grave, parce que nous, tout ce qu'on a envie, c'est de continuer l'aventure, de poursuivre le chemin. Le visage de Mad God, c'est intense, d'autant qu'il n'y a pas de dialogue pendant tout le film. C'est 1h30 où nous n'avons que la musique oppressante réalisée par Dan Wool. C'est une musique qui est lancinante, on va dire, avec un thème principal quand même qui revient assez fréquemment dans l'histoire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Mad God, j'ai conscience que le film est diffusé dans peu de salles de cinéma. Déjà au moment de sa sortie, il y avait peu de salles qui le montraient. Il me semble que hormis à Paris, il est difficile de le trouver, mais si jamais vous avez l'occasion de vous rendre en salle pour visionner Mad God, je peux vous assurer que l'expérience en vaut la peine. On va passer à un autre film sorti le 26 avril, décidément cette semaine a été assez chargée. C'est un film policier, un polar plus particulièrement, réalisé par Damian Szifron, qui s'intitule Misanthrope. You were rejected by the Bureau. It was your psychoval that did you in. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. I think you got talent. I need you to use it as fuel to bring me something new. Now. On y suit Eleonore, une jeune enquêtrice avec un passé relativement lourd, qui va être appelée sur les lieux d'un crime de masse. Voilà. Un tueur en série sévit dans la ville et il s'avère que Eleonore aurait des points communs avec lui, en tout cas serait en mesure de cerner sa personnalité et va donc être embauchée pour cette enquête afin d'aider à identifier le criminel. Le film débute au Nouvel An, pendant que certains festoient dans leur jacuzzi, d'autres passent une soirée tranquillement chez eux et puis soudain une balle transperce la pièce, une balle fend l'air et d'un geste froid vient se planter dans le crâne
d'un papa, d'une bande d'amis qui simplement profitaient de cette soirée sur leur balcon. Toujours est-il que le tir est froid, précis, et c'est peut-être d'ailleurs la plus grande qualité de Misanthrope, ces scènes de tuerie de masse en fait, dont l'impassibilité glace le sang. Impassibilité du tueur, bien entendu, qui fait fi de toute émotion, mais aussi impassibilité de la caméra qui filme de façon crue ces scènes. Jamais elle ne détourne le regard. Et le spectateur, lui, reste sur la défensive en fait tout au long du film parce qu'il sait que à tout moment, l'horreur peut surgir et malheureusement c'est souvent lorsqu'on s'y attend le moins. Les inspirations du réalisateur sont évidentes, la froideur de Zodiac, la dimension psychologique de Seven, la relation entre le tueur et l'enquêtrice inspirée du Silence des agneaux. Cependant, malgré des intentions qui sont honnêtes, j'ai le sentiment que Misanthrope ne reste qu'une pâle copie de tous ces films. Jamais il n'égale ses idoles, à commencer par la relation entre donc, le tueur et l'enquêtrice, qui se veut être une copie de celle entre Clarice Starling et Hannibal Lecter, mais ça ne fonctionne jamais aussi bien. Puisque, comme je le disais, si Eleanor est embarquée dans cette affaire, c'est parce que, soi-disant, elle entretiendrait des similitudes avec l'assassin. S'il est laissé entendre que le tempérament de la jeune femme lui a causé des soucis dans le passé, ce caractère qui lui aurait même coûté des opportunités professionnelles n'est jamais mis en perspective à l'image. Un problème lorsque cela est littéralement le point de départ de l'histoire. Le pitch, que je vous ai cité un peu plus tôt, c'est une jeune enquêtrice est embauchée pour résoudre une enquête parce que soi-disant ses démons intérieurs lui permettraient de me cerner l'esprit du tueur. D'accord, mais quel démon intérieur en fait ? Comme je le dis, n'est qu'évoqué, on ne les voit jamais, et pour quelque chose qui est supposé avoir une place aussi importante dans l'histoire, je regrette quand même qu'on n'ait pas insisté un peu plus là-dessus. On va passer aux sorties du mois de mai avec un long métrage sorti le 1er mai. Long métrage que j'ai eu l'occasion de découvrir le soir de sa sortie en présence du réalisateur Giacomo Abruzzesque, mais aussi l'acteur principal Franz Rogowski. Il s'agit de Disco Boy. Наколки настоящие, це детдомовский. Do you ever wonder what you have become if you've been born on the other side among the whites? I'd be a dancer in a nightclub. Disco boy. Prêt à tout pour s'enfuir de Biélorussie, Alexei rallie Paris et rejoint la Légion étrangère. En parallèle, nous suivons Jomo, un jeune révolutionnaire dans le delta du Niger, qui lutte contre les compagnies pétrolières qui ont ravagé son village. Dans la jungle, leurs rêves et leurs espoirs vont se croiser. Dans une guerre, deux camps s'opposent. Pourtant, dans la fiction, il est quand même assez rare de voir le point de vue des deux parties. Et de façon générale, l'adversaire quand même dépasse rarement le stade du simple antagoniste. Ça, Giacomo Abruzzesque l'a bien compris. Il en est conscient et dans Disco Boy, il rappelle que de chaque côté, il y a des hommes, tout simplement. Des humains, en somme. Des hommes et des femmes qui se battent pour défendre leurs idées et que le caractère antagoniste d'une situation n'est qu'une question de point de vue. Cela est perceptible dans l'intrigue, évidemment, qui montre les deux côtés, mais aussi dans la façon de filmer, puisque l'unique scène de combat du film est filmée avec de l'infrarouge. C'est un procédé que je trouve passionnant à l'écran, parce que une fois que la caméra tourne, une fois que ces deux personnages sont en train de s'affronter, on ne parvient plus à les discerner, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur nationalité, peu importe leur camp, tout simplement. Lorsqu'ils sont dans cette eau à se battre l'un contre l'autre, ce ne sont plus que des hommes en fait. Et à travers ça, Giacomo Abruzzesque rappelle que, au-delà du statut de soldat, ces jeunes hommes sont d'abord des êtres de chair et de sang. Disco Boy, c'est un film de guerre singulier, de par sa narration, d'abord, qui relève de l'onirisme. Le long métrage joue intelligemment avec les frontières du réel, mais aussi du fantastique, sans oublier ses qualités plastiques indéniables, qu'il s'agisse de la musique électro, qui est créée par le français Vitalik, ou bien encore des néons violets qui mystifient la boîte de nuit étant un élément central dans l'intrigue. Il est difficile honnêtement de ne pas céder à l'envoûtement de Disco Boy. Je viens de réaliser que je me suis trompée dans la date de sortie de Disco Boy, c'était pas le 1er mai mais le 3 mai. Transition parfaite vers le prochain film, sorti donc la même semaine, un blockbuster américain. Il en fallait bien quand même dans cette vidéo. Nouveau film des studios Marvel et fin d'une trilogie
Il s'agit du 3e opus des Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn. We'll all fly away together. Into the forever and beautiful sky. Les Gardiens de la Galaxie ont toujours été entourés d'un univers foisonnant. Un univers extrêmement riche, forcément ils sont dans l'espace, alors ça laisse une multitude, on va dire, de possibilités. Une multitude de planètes à découvrir, chacune ayant leur propre culture, leur faune et leur flore, leur propre décor, bref. Là-dessus, il n'y a pas à dire, les Gardiens de la Galaxie, c'est un univers qu'on a envie d'explorer. Voilà, on a envie de le découvrir plus en détail, et les effets spéciaux rendent vraiment justice à ces planètes. Voilà. Autant certains films Marvel peuvent décevoir en termes d'effets spéciaux, en termes d'effets visuels et au niveau de leur graphisme tout simplement. Ici, dans Les Gardiens, on peut dire que c'est un plaisir pour les yeux. Ce qui m'embête avec Gardiens de la Galaxie 3, c'est que c'est un film qui souhaite combiner deux idées. Conclure et débuter. Deux idées antagonistes qu'on n'est pas supposé mettre l'une avec l'autre. Et pourtant, les Gardiens de la Galaxie 3 a l'étrange idée de fermer des portes, tout en ouvrant de nouvelles. Cet opus, donc dernier de la trilogie, est quand même supposé dire adieu aux personnages, tout en assurant la continuité de l'univers Marvel. Ce qui fait que c'est un film qui veut faire ses adieux aux personnages, qui veut nous permettre, à nous spectateurs, de dire au revoir à Peter Quill, à Gamora, à Rocket, à Groot, bref, à toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie, mais qu'en même temps, le film essaie de nous ouvrir certaines portes en disant, bah attendez, certes c'est fini pour cette équipe telle qu'on la connaît, mais il y a quand même d'autres choses qui vont arriver par la suite. Ce qui fait que tu termines les Gardiens de la Galaxie 3, et j'en ai vu fleurir des vidéos sur internet qui se demandaient, ah bah tiens, finalement, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qui va rester? Qui va partir? Parce que certes, le film c'est comme donner une conclusion à chaque personnage, mais pour certains, ça reste assez flou. On ne sait pas finalement qui est-ce qui va partir, qui est-ce qui va rester, quoi. Coincé entre ces deux idées, le film ne parvient jamais à être une conclusion satisfaisante, puisqu'il est bien trop tourné vers l'avenir pour être un dernier chapitre. Un problème qui se répercute sur les nouveaux personnages introduits, je pense au fameux Adam Warlock, personnage iconique des comics Marvel si vous aussi vous les lisez. Le problème c'est qu'en étant concentré sur le fait d'offrir une conclusion aux gardiens, eh bien Adam Warlock, qui est comme supposé être l'un des personnages piliers du MCU dans la suite, là, dans ce qui va arriver, il est quand même supposé occuper une place importante, bah ici il fait simplement office d'élément perturbateur, tournant autour des gardiens, on va dire, pour les embêter. Et par conséquent, on peine en fait à imaginer quel rôle central il va pouvoir occuper par la suite, malgré sa place, mais essentielle dans les comics Marvel. On va passer à un film français, sorti le 24 mai, un film qui occupe une place particulière dans mon cœur, parce que si vous ne le savez pas, je reviens de 2 mois de stage à Télérama. Pendant 2 mois, j'étais à Paris, donc là, ça y est, je suis de retour en Bretagne, chez mes parents, et au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion donc d'assister à des projections presse, des projections de films en avant-première, et ma toute première projection presse de ma vie de journaliste n'était nulle autre que Omar la fraise d'Elias Belkedar. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes 2 légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? Omar, plus connu sous le nom d'Omar la fraise, est un bandit à l'ancienne. C'est un homme donc interprété par Reda Kateb, qui est en cavale en Algérie et qui vit des petites magouilles, aidé par son complice Roger, interprété par Benoît Magimel. Seulement, après avoir régné sur le milieu du banditisme pendant des années, le voilà contraint donc de rester en Algérie, parce que s'il remet les pieds en France, il sera tout simplement arrêté. Les voilà contraints d'accepter cette nouvelle vie en Algérie, eux qui n'ont connu que la débauche et la violence. Autant commencer par là, Omar la fraise joue sur les clichés qu'on a vis-à-vis de l'Algérie. Pensez aux idées reçues que vous pouvez avoir sur l'Algérie, et il y a de fortes chances qu'elles soient utilisées dans le film en guise de ressort comique. Pour son premier film, Elias Belkedar signe un buddy movie, film de potes, quand on traduit ça littéralement, porté par un tandem pour le moins inattendu, composé donc de Reda Kateb et de Benoît Magimel, un tandem
qui se révèle indispensable. Je veux dire, j'aurais jamais pensé que ces deux-là formeraient un aussi bon duo. C'est simple, moi tu m'aurais mis ces deux-là à siroter des bières au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau, ça m'aurait pas dérangé. En tout cas, c'est un tandem qui, comme je disais, nous fait rire, voilà. D'autant que ils se battent avec des armes à feu, mais aussi avec des répliques cinglantes, hein, voilà, ils sont du genre à ne pas mâcher leurs mots. Et les voilà qui doivent apprendre à vivre dans une vie plus rangée, eux qui, comme je le disais un peu plus tôt, n'ont connu que la violence. En fait, la violence imprègne leur quotidien, comme en témoigne la scène d'introduction, donc une scène de course-poursuite dans les rues d'Alger. Et c'est assez drôle parce que on voit que ils sont prêts à appuyer sur la gâchette, que cela ne les dérange pas. Et la scène se termine par cette femme au sourire édenté, cette vieille femme au sourire édenté qui regarde la caméra en nous disant « mais bienvenue en Algérie !» Et ça donne le ton du film. Le seul bémol que j'aurais avec Omar la Fraise, c'est l'histoire d'amour qui vient se greffer sur l'ensemble, au point d'occuper entièrement la seconde partie du film. À vrai dire, elle est plutôt bien racontée, plutôt bien interprétée d'ailleurs, mais c'est vrai que quand vous avez passé un peu de temps aux côtés de ce duo explosif, on a juste envie de voir ces deux-là faire n'importe quoi pendant 2 heures. Omar la Fraise, coup de cœur donc, mais coup de cœur aussi pour le prochain film sorti le 31 mai, que j'ai eu la chance de voir en présence de Robin Campillo, le réalisateur qui a notamment exprimé ses intentions. Et je pense qu'il est aussi important de connaître la volonté du réalisateur en fait avant de voir son film, puisque ça explique quand même pas mal la tournure que prend son récit et tout simplement la manière avec laquelle cette histoire est racontée. Il s'agit de L'Île Rouge, donc sorti eh bien, à la toute fin du mois de mai. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenir. Le film prend place au début des années 1970 sur l'île de Madagascar. Nous suivons le quotidien des militaires français et de leurs familles qui vivent les dernières heures du colonialisme au sein d'une base de l'armée. La scène d'introduction commence sous un soleil de plomb. On a un enfant caché dans une boîte qui observe les adultes à travers les fentes. L'île Rouge, comme cette scène l'indique, est tournée à hauteur d'enfant. Pour ce film, Robin Campillo en fait s'est inspiré de ses propres souvenirs puisque quand il était plus jeune, il a effectivement vécu ces dernières heures du colonialisme sur l'île de Madagascar. Donc il était enfant de militaire et à travers ce film, c'est vraiment une façon de raconter comment est-ce que lui, en tant qu'enfant, a perçu ces moments qui lui, mais à ses yeux, il n'avait même pas 10 ans. Pour lui, c'était un paradis. Voilà, l'île était un paradis. Cette vision fantasmée, hein, gardez-le bien à l'esprit, est le point de vue adopté tout au long du récit. Sur Allociné, les critiques spectateurs sont assez basses pour le coup, ce qui fait que le film a atteint à peine la moyenne, il me semble, voire un peu moins, puisque certains spectateurs disent avoir été dupés. Pourtant, jamais Robin Campillo en fait n'a prétendu vouloir raconter les tenants et aboutissants du colonialisme à Madagascar. D'emblée, le résumé indique quand même que l'histoire, eh bien, se déroulera du côté des Français, puisque je vous ai pas lu le résumé, enfin je vous ai fait une petite version rapide, mais globalement c'est les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. On parle bien d'illusions, parce que eux qui vivent dans leur petite base fortifiée, bien protégée, loin de la civilisation en quelque sorte, pour eux c'est un paradis, ils passent leur journée sur la plage, à faire des barbecues au soleil, tout semble parfait, mais ce qui n'est pas le cas bien entendu. Ce sont les colonisateurs. Et le film essaye quand même à la fin de donner la parole aux colonisés, aux malgaches, mais le point principal du récit, ça reste vraiment la vision de cet enfant et comment est-ce qu'il a perçu la vie à Madagascar. Autre chose, beaucoup de gens reprochent à L'Île Rouge sa longueur, là où le film fait moins d'1h50. Ça peut se comprendre par le fait que le film est une succession de scènes de vie. Il n'a pas de fil conducteur, c'est vraiment une multitude d'instants vécus sur l'île à quelques mois du grand départ, donc à quelques mois
ça y est, du départ des Français, enfin, de l'île, je veux dire, parce que à ce moment-là, l'accord d'indépendance avait été signé depuis un petit bout de temps, mais les Français n'avaient toujours pas quitté les lieux. C'est une expérience sensorielle de toute beauté, portée par une photographie qui sublime, regard d'enfant oblige le moindre détail, par exemple, même le gravier qui recouvre l'entrée du mess des officiers semble scintiller. Je tiens à terminer en faisant une mention spéciale au travail d'Arnaud Robotini, donc le compositeur, qui a déjà travaillé sur la musique de 120 battements par minute, donc également réalisée par Robin Campillo, et qui ici, si la bande originale s'appuie en partie sur des morceaux de musique déjà existants, le compositeur offre entre autres une sublime chanson originale que vous avez pu entendre dans l'extrait de bande-annonce que je vous ai passé, inspirée par les sonorités des années 70. C'est une mélodie sensuelle, au goût d'une soirée prolongée sous les tropiques, et c'est ma musique du moment, depuis que j'ai vu le film. Dernier film dont je vais vous parler, sorti le 31 mai, comédie américaine, qui traite d'un employé dont le patron lui vampirise littéralement la vie, puisque cet employé n'est nul autre que Renfield, le servant du grand comte Dracula. Il s'agit donc de Renfield de Chris McKay. Renfield, bringing innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. Ce film est une version moderne du mythe de Dracula, dans laquelle Nicolas Hoult incarne Renfield, donc le jeune assistant au service du comte Dracula. Dracula qui, dans ce film, est un pervers narcissique interprété par Nicolas Cage. Et puis, Renfield, il est contraint de s'occuper des mauvaises tâches, quoi. C'est lui qui va dégoter des victimes pour son maître, au point qu'il va finir par se rendre à ces réunions, vous savez, de personnes qui sont abusées en fait par des personnes dans leur entourage. Et après des siècles de servitude, le voilà décidé à s'affranchir de l'ombre de son maître. Je crois que je ne l'ai pas mentionné, mais notre comte Dracula, c'est Nicolas Cage, qui dans ce film est affublé de prothèses verdâtres et morcelées. À noter que la peau s'améliore au fur et à mesure que Dracula regagne en puissance. Nicolas Cage qui s'amuse, mais qui prend un malin plaisir à jouer ce pervers narcissique, à une version manipulatrice du comte Dracula. Et face à lui, on a Nicolas Hoult qui arbore le même regard qu'un chiot qui aurait été trouvé sur le bord de la route, épuisé, terrifié, avec un sévère manque de confiance en lui, pour le coup. Rapidement, il va se débarrasser de ses événements miteux et de sa mèche tombante, signe d'un renouveau pour son personnage éponyme, donc Renfield, qui est enfin décidé à affronter son maître, juste avant de se décomposer devant le prince des ténèbres, parce que c'est pas si facile que ça de se débarrasser de son patron qui, comme je disais, vous vampirise la vie. Le film s'appuie entre autres sur un comique de répétition, c'est-à-dire que même à la veille d'un drame, l'humour n'est jamais bien loin. A contrario de ce que l'on pourrait penser d'ailleurs, l'humour n'atténue jamais la tension qu'il peut y avoir dans certaines scènes, et il se marie très bien avec l'effusion de sang qui suit. Alors certes, malgré une conclusion expédiée, je trouve que Renfield reste un divertissement assez rythmé, de par sa durée bien entendu, il fait 1h30, et cela ne laisse jamais place à l'ennui. Je trouve que c'est un film qui, ma foi, est assez drôle et rythmé. On va terminer cette vidéo par la catégorie littérature. J'ai un livre à vous présenter que je traîne depuis 2 mois maintenant. À vrai dire, c'est un ouvrage que j'ai acheté à la librairie Boulinier à Paris. Vous savez, c'est ces librairies où vous avez un bac et les livres sont à 1, 2, 3 euros grand max. Et donc j'ai craqué pour ce livre que je voulais prendre absolument, que je cherchais depuis un petit bout de temps, mais que je souhaitais plutôt me procurer d'occasion parce que ça reste un classique. Il s'agit d'un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe, donc nommé Histoire extraordinaire, que j'ai payé 2 euros. Et pour le coup, c'est vraiment le livre qui m'a suivi durant mon stage à Paris, parce qu'il était constamment dans mon sac. Dès que j'avais quelques minutes dans le métro, ou bien que j'avais un peu de temps avant une séance de cinéma, j'allais me poser dans un parc pour lire quelques pages. Ce qui fait que c'est une lecture qui a été quand même assez saccadée et que j'ai traîné pendant 2 bons mois. Globalement, les histoires suivent toutes la même structure. On a le décor qui va être posé, puis l'élément perturbateur va arriver, un problème, pour faire simple. Le narrateur est circonspect, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe, il sait pas trop comment résoudre l'histoire, et puis son compagnon, parce que le compagnon change à chaque aventure, va miraculeusement trouver la solution et puis prendre le temps de lui expliquer pourquoi est-ce que, au fond,
ce n'était pas sorcier. J'ai beaucoup aimé le personnage du narrateur, qui est un personnage perplexe sur la situation, souvent dépassé par ce qui lui arrive, et qui voit ses amis, mais proposer des hypothèses toujours plus farfelues. Lui, il n'y croit pas, jusqu'à réaliser qu'en fin de compte, bah mince, peut-être que l'hypothèse de son camarade, aussi étrange soit-elle, n'est peut-être pas tournée vers la mauvaise direction. Et dans cette même idée, j'ai beaucoup aimé la relation qu'entretient le narrateur avec les différents compagnons. La dynamique fonctionne bien de façon générale, car ce sont la plupart du temps deux personnages brillants, donc tous les deux enclins à formuler des idées, à réfléchir, à cogiter sur des situations, à évoquer leur regard sur le monde. Leurs conversations sont souvent passionnantes. Et moi, il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est les 2 premières nouvelles justement, avec un certain Dupin, voilà, qui est colocataire avec notre narrateur, alors que notre narrateur est en séjour à Paris. Je mets entre gros guillemets le terme colocataire parce que il y a cette fameuse expression qui dit, et par le passé c'était très employé, on disait que 2 personnes colocataires étaient souvent en couple dans le cas de 2 femmes ou de 2 hommes. C'était une expression qui était utilisée dans l'ancien temps, on va dire. Et ça me fait rire parce que ouais, pendant très longtemps on a souvent utilisé l'expression colocataire pour désigner ces couples homosexuels. Et j'ai pas pu en plus constater qu'il y avait une certaine relation qui unissait Dupin et notre narrateur. Et j'avais préféré avoir plus. Je me suis pas renseignée pour le coup s'il y avait d'autres nouvelles dans lesquelles on pouvait retrouver Dupin et le narrateur, mais c'est une dynamique qui me plaît et j'aurais sincèrement aimé en voir plus. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a un point quand même que j'aimerais mentionner, et c'est surtout une critique envers moi-même, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, et moi je m'en suis rendu compte lorsque j'ai préparé la description pour la vidéo. Voilà, je fais ça en amont en fait de la filmer, où j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune femme dans ce bilan culturel, et ça m'embête. Ça m'embête. Aussi, je vais être beaucoup plus exigeante vis-à-vis de ça, beaucoup plus attentive au fait d'aller visionner des films de femmes, tout simplement, des films de cinéastes, parce que ça manque cruellement dans ce bilan culturel, et c'est assez contraire aussi aux valeurs que je prône. Donc voilà, c'est une petite aparté en fin de vidéo pour... qui peut-être vous ne vous intéresse pas, mais qui moi me semble importante, aussi bien en termes de représentation tout simplement, mais aussi à titre personnel, parce que j'ai vraiment envie de voir beaucoup plus de films de femmes cinéastes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers films que vous avez visionnés, ceux qui vous ont plu, ceux qui vous ont déplu, ça arrive. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.